Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Eh bien, ça fait plaisir de vous retrouver après tant de temps. Voilà, j'ai eu beaucoup de choses à faire. Et puis, comme je vous l'avais promis, on va commenter le championnat du monde 2021 qui oppose Magnus Carlsen à Nepomniachtchi. Voilà, ça se déroule à Dubaï, donc du 24 novembre au 16 décembre. On a eu la première partie aujourd'hui. Donc Nepomniachtchi, eh bien, c'est celui qui s'est qualifié sur le fameux tournoi des candidats qui s'est fait en 2 fois, où Maxime Vachilagrave avait pu jouer après le retrait de Radjabov. Il avait été en tête à l'issue de la moitié, et malheureusement c'est Nepomniachtchi qui a gagné et qui est challenger. Alors Nepomniachtchi, forcément c'est un russe, grande équipe, grosse préparation, beaucoup de pression pour les joueurs russes à chaque fois d'essayer d'aller chercher le titre. On l'avait vu en 2016 avec Karyakin, qui n'était pas passé loin quand même. Il avait d'ailleurs mené en premier, avant de se faire rejoindre et puis de s'effondrer dans les parties rapides. C'est également ce qui s'est passé dans le match contre Caruana en 2018. Donc 12 parties, eh bien pour Magnus Carlsen en tous les cas, pour lui c'était trop court pour pouvoir prendre des risques. Donc pour lui c'était normal que les deux championnats se soient finis par 6-6. Même si dans le cadre de Caruana, je pense qu'il aurait pu gagner pendant les parties lentes, mais il a préféré pas prendre de risques, sachant qu'il était nettement plus fort que Caruana, ce qu'il a prouvé ensuite parce qu'il a complètement explosé. Alors c'est un petit peu frustrant parce que c'est le championnat du monde de parties lentes, et puis finalement les deux derniers championnats du monde se sont joués quand même sur les parties rapides. Donc là ici, ce qu'ils avaient décidé c'est de faire 14 parties, parce que selon Magnus Carlsen, ça allait permettre de prendre plus de risques. Et bien on va voir si ça a été le cas sur la partie qu'on a joué ici. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand il y a un championnat du monde, il y a une grosse préparation. Chacun analyse un petit peu les parties qui ont été jouées, et puis chacun essaie de sortir les nouveautés. Donc au tirage au sort, c'est Nepomniachtchi qui a tiré les blancs, et c'est lui qui commence dans ce championnat avec les blancs. Donc voilà, on va voir ce qui s'est passé dans cette partie. Alors pour ceux qui me suivent depuis longtemps, et d'ailleurs je vous remercie, on a passé les 10 000, les 10 000 dernièrement, donc merci encore. Vous savez qu'en fait, il y a beaucoup de streamers qui font le commentaire. Ce que j'essaie de faire, c'est un commentaire adapté pour les moins de 2000. Je ne vais pas vous inonder de grosses théories, je ne vais pas vous inonder de grosses variantes. On va voir ce qui s'est passé, le but c'est de comprendre ce qui s'est passé, puis à chaque fois on va prendre un petit peu une leçon sur une ouverture, sur une position de finale. La position qui a été choisie, c'est l'espagnol. Voilà. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6. Et puis ici, on a avec fou C4 toutes les italiennes. Et puis sur fou B5, on a tout ce qui est espagnol. Donc ici, le coup le plus classique, c'est quand même avec les blancs, on va perdre des tempos, avec A6, B5, avec le fou qui va se retrouver en B3. Mais finalement, il est bien placé ensuite. Et c'est des gros combats théoriques. L'école russe sert beaucoup de l'espagnol parce qu'on a énormément de stratégies. C'est-à-dire que là, on va voir par exemple un combat aujourd'hui le déficit d'un pion pour le compensation, la perte de fou, etc. On a également des centres très bloqués. On va avoir des cases faibles, des cases fortes, etc. Avec des manœuvres de cavalier très impressionnantes où par exemple le cavalier qui est en B1 va faire cavalier C3, cavalier E2, cavalier G3 pour aller sur la case F5. Par exemple, il y a des manœuvres comme ça dans l'espagnol. Donc c'est toujours très intéressant. Ici, on ne peut pas gagner le pion. En fait, on a l'impression qu'on gagne le pion avec une élimination de défenseur, et en fait, non, tout simplement. Alors, il y a d'autres coups, mais par exemple, ici, dame D4 attaque le cavalier en E5, le pion en E4, donc on va le récupérer avec les intérêts, parce qu'ici, les noirs ont déjà la paire de fou. Donc, on a certaines variantes d'échange dans l'espagnol, où justement, les noirs vont avoir une mauvaise structure, et en compensation, ils vont avoir la paire de fou. Et on voit que le milieu n'est pas bloqué, donc la paire de fou va vivre. Donc c'est des gros combats théoriques qui donnent d'ailleurs l'avantage à la paire de fou. Donc après fou A4, ici cavalier F6, c'est ce qu'on appelle la rue Lopez fermée. Bon, voilà, Morphy Defense. En tous les cas, voilà, fou E7, donc rue Lopez fermée. Et ici, pour l'instant, on n'a pas eu B5. Tour E1, B5 arrive maintenant, et c'est ce que je vous disais. Donc on a le fou qui est
superbement bien braqué sur l'aile roi des noirs. Petit roc, et ici, pas première surprise, parce que c'est un coup qui est connu, mais en tous les cas, Nepomniachtchi veut éviter le Gambit Marshall qu'on trouve après C3. Après C3, l'idée des noirs, ça va être de donner le pion, de donner un pion au centre pour activer les fous. Je vous montre la variante. On prend des 5, cavalier prend, cavalier prend, tour prend, C6, on vient consolider le cavalier au milieu de l'échiquier, et après D4, fou D6. Donc les noirs ont donné un pion, mais en compensation, eh bien, ils ont déjà les fous braqués directement sur le petit roc qui a perdu ses défenseurs. Donc ici, il y a même quelques variantes de nul. Après tour 1 ici, beaucoup de parties nulles en tous les cas sur le Gambit Marshall. Donc plébiscité, Nepomniachtchi voulait éviter ça, donc pour l'éviter, eh bien il joue H3. Même si on va voir que Carlsen va continuer à jouer dans l'esprit d'un Gambit Marshall, il va donner un pion pour des compensations. Et c'est ça qui est superbe avec l'espagnol, mais pas que ça. Dans le jeu de déséquilibre, quand on joue en stratégie, eh bien voilà, quand on est débutant, un pion c'est un pion. Voilà, on sait ce que ça vaut, un pion. Une dame, on sait ce que ça vaut. Mais ensuite, en termes de stratégie, un pion ça équivaut à quoi? La paire de fous, avoir la paire de fous par rapport à l'autre qui a fou et cavalier, ou par exemple la qualité, qu'est-ce que ça vaut la qualité? Quand je claque une tour contre un fou ou contre un cavalier, qu'est-ce que j'ai en compensation? Une colonne, une case forte, l'activité de mes pièces, etc. C'est exactement ce qu'on va avoir dans la position ici. Cavalier A5, c'est un coup plus rare. Normalement, ici, on trouve plutôt fou B7. Mais c'est justement ici, on est dans le combat un petit peu des préparateurs, on va dire. Cavalier A5, qui a été joué par Carlsen au lieu de fou B7. Ici, c'est plus rare. Mais là, on voit que Nepomniachtchi a bien travaillé parce qu'il ne va pas du tout être surpris et jouer, bien sûr, la théorie. A prend B3, fou B7, D3, D5. Donc dans l'idée du Gambit Marshall, E prend D5, Dame prend D5. Donc ici, il y a un pion qui a été donné, et les noirs ont de l'activité. Déjà, ils menacent mat en 1. Bon, Nepomniachtchi allait le voir, ça c'est une évidence. Dame F3, fou D6, on voit encore l'activité des pièces ici. Et puis ici, Nepomniachtchi va jouer roi F1. Donc on avait dame D5. Alors roi F1 c'est assez malin parce qu'en fait ça vient défendre la tour. Par exemple ici sur dame prend, on aurait pu avoir cavalier prend, fou D2, F6. Voilà, ça c'est le genre de jeu qu'on aurait pu avoir, qu'avait vu sûrement Magnus. Ici, après roi F1, ce qui est intéressant, c'est que si par exemple ici, je sais pas, j'ai joué une bêtise, tour à 2. En fait, quand on va prendre ici, on prend, eh bien la dame ne peut pas prendre parce que ici la tour est non défendue. Voilà, c'est ça l'idée. C'est l'idée qu'on se prépare à prendre. Sur roi F1, on se prépare à prendre. Alors forcément, bien sûr, Magnus l'a vu, donc il vient défendre le fou ici. Échange, prise, en D5, fou D2. Donc là, on est pile poil dans le jeu de déséquilibre, le jeu de compensation. C'est-à-dire on a un pion, mais on a quand même un jeu de pièces nettement plus intéressant pour les noirs. Sachant également qu'en plus, la structure des blancs, il y a des pions doublés ici, qui ralentit un petit peu. Mais bon, normalement quand même léger avantage matériel en tous les cas. Il va falloir que Magnus joue de manière active. Donc il y a la paire de fous, il faut la faire vivre. Et puis ensuite, on sait également toute la force de Magnus dans les finales de tour, surtout. Donc voilà. C5, cavalier F3. Donc là, tout ça, c'était connu. Ça, c'est connu. À partir de là, donc, on a eu commencé à avoir pas mal de réflexions. On avait des parties avec cavalier C3. Tour D8, donc on vient recentraliser les tours de la part de Carlsen derrière ces pièces. Cavalier C3, cavalier B4. Donc ici, tout simplement, une menace de fourchette. Donc oblige la tour à venir sur C1. Donc voilà, donc on a vraiment des pièces nettement mieux mobilisées de la part de Carlsen qui compense largement son pion. Tour avant C8, tour centralisé, cavalier E2, cavalier C6,
Donc là, encore une fois, c'est intéressant, parce que du coup, le cavalier était de passage, il a mobilisé les tours, et ensuite on vient recycler les pièces de l'autre côté, pour vraiment pouvoir justifier justement la perte de notre pion par un jeu de pièces très très actif. Fou E3, cavalier E7. Donc là, ici, les blancs sont légèrement mieux, et ici, ils vont jouer une imprécision. Alors, vouloir échanger les fous quand l'adversaire a la paire de fous, c'était louable. D'accord? Mais ici, justement, Carlsen, il va passer d'un avantage stratégique qui est la paire de fous sur un autre. C'est-à-dire qu'ici, il ne peut pas faire autrement. Et bien ici, il va détruire la structure des blancs. Voilà. Vu qu'il ne peut plus garder la paire de fous. Fou prend F4. Et ici, tour C6. Et là, on a une tour qui défend à la fois le pion A6 et qui va pouvoir se permettre, pas ici parce qu'il y a le cavalier, mais en tous les cas, de coulisser sur l'équivalent de la troisième rangée pour les noirs, donc la sixième. Donc voilà, ici, un pion de moins pour les noirs, ok, mais ici, des pions doublés isolés, et puis ce pion ici. Donc c'est vraiment du gruyère. Donc là, ici, on sait quand même que c'est des positions qui peuvent plaire à Carlsen. Voilà. Donc là, ici, on est au 24e coup, il reste 16, 1h51 minutes. Bon, voilà, pas beaucoup de risques. On sent quand même qu'on ne va pas être dans de la grosse action, en tous les cas. Tour 1, donc on vient reprendre la colonne ouverte. Cavalier F5. Donc ça, c'est l'avantage, quand on a des pions isolés comme ça, et bien en fait, jamais le cavalier sur la colonne F peut être inquiété. Donc, on peut le mettre en F5, F4, ça serait très bien, puis on peut également attaquer sur F3. C3, donc on évite justement la centralisation du cavalier avec une attaque du pion doublé, et puis ici. Donc là, c'est du contrôle de case. Cavalier H4, voilà, on vient attaquer quand même la faiblesse dans le camp. Tour E3 ici, pas de problème particulier pour un ébou. Et d'ailleurs ici, ce qu'il veut, c'est essayer d'obtenir une finale de tour. Bon voilà, ça va compenser largement, il y a un pion de plus, mais la structure elle est pourrie, donc la finale de tour, il y a de fortes chances qu'elle soit à peu près équilibrée. Donc les blancs, ils menacent de faire cavalier G2. Menace, c'est un bien grand mot, en tous les cas, ils veulent échanger. Donc ici, Carlsen a joué roi F8, mais peut-être que G6 était un petit peu plus précis. Parce que si les blancs maintenant jouent roi G2, et bien ici, ils viennent attaquer la tour, et puis comme ils attaquent le pion ici, les blancs, les noirs vont récupérer le pion, et les blancs, ils auront toujours une position pourrie. Et comme ils ont gardé les cavaliers, les noirs seraient légèrement mieux. Donc peut-être que c'était plus précis. En tous les cas, après roi F8, eh bien, les blancs jouent cavalier G2. Les noirs ne veulent pas les changer, et c'est normal, parce qu'ils jouent sur l'activité justement de leur pièce. Donc s'ils veulent avoir peut-être continuer à essayer de surfer un peu sur une position qui serait meilleure, eh bien ils viennent attaquer. Sauf qu'ici, le cavalier étant non défendu, vu qu'il n'y a pas eu G6, eh bien on n'a pas le temps de prendre en D3. Donc G6, il faut bien supporter. Cavalier E1, donc le cavalier se recycle pour défendre la faiblesse ici, et puis le roi va être en capacité de revenir défendre les pions de l'aile dame. Alors effectivement ici, peut-être que roi E2 était directement possible. Mais enfin on sent que l'orage est passé quand même pour Nepomniachtchi, il a été un petit peu en danger, c'était plutôt sur cette phase-là, et encore que. Même si ici, à partir de là, il commençait à jouer assez vite. Cavalier G7, on vient recycler encore le cavalier, et puis l'idée c'est aussi de pousser F5. Donc tour E4, en plus c'est un appel à le faire, F5, tour E3. Cavalier E6, le cavalier revient et peut peut-être aussi venir sur la case F4, on en a parlé tout à l'heure. Cavalier G2, Nepomniachtchi n'a pas l'air d'être d'accord. B4, en roi E2, ça y est, il est l'heure in extremis d'aller défendre les pions de l'aile dame. Et après tour B8, bien ici, mine de rien, on a une attaque sur le pion qui est non défendu ici, après l'échange sur C3. Donc roi D2, B prend C3, B prend, tour prend. Roi C2. Alors là, ici, moi, quand je regardais en direct, je me suis dit, attention. Parce que je me souviens d'une partie contre Karyakin, il y avait un micro-avantage en finale de tour de ce type-là. Et puis petit à petit, ça s'est transformé en un truc un peu plus gros, et puis après, il a réussi à gagner. C'est là où il avait réussi à égaliser. Et là, je me suis dit, la position, elle peut être quand même intéressante pour Carlsen,
Et finalement, il ne va pas beaucoup la jouer. Tour B7, H4. Donc c'est toujours pareil, du contrôle de case dans ce genre de position. On évite d'avoir des pièces qui peuvent naviguer et puis être un petit peu pénibles. Roi F7, centralisation des rois. Tour E1. Là ici on sent qu'il ne va pas se passer grand chose. Cavalier E3. Et puis le cavalier va revenir tranquillement dans la position. Donc ici le cavalier revient et ça compense largement la position, le mauvais squelette de pion. En plus ici on a toujours quand même ce pion isolé. Alors, ça aurait pu être une force, hein, voilà, avec un pion passé éloigné, mais ici quand il y a les deux tours à leur niveau, il n'y a pas vraiment de danger. Cavalier D4 menace fourchette sur E5. Voilà. Donc ici, les deux joueurs ont décidé d'arrêter là. Cavalier E5, tour D6. Et ils ont répété. Voilà. Donc ici, première partie. Match nul pour Carlsen. Bon résultat, forcément, avec les Noirs, même si on sent qu'à un moment donné... voilà. Alors il l'a dit en conférence de presse, à un moment donné, il a été un petit peu optimiste, et puis après, il s'est rendu compte que ça a été échappé. Bon, voilà. Partie un petit peu décousue. Une première partie, voilà, faut bien qu'ils rentrent dans leur match. Donc c'est normal, on peut pas leur en vouloir. Donc bah écoutez, voilà, le championnat du monde est lancé. Voilà, j'essaierai de faire les résumés assez rapidement. Toujours pareil, avec la même idée de retenir 2-3 leçons. Ce qu'il faut retenir ici, c'est au niveau de l'espagnol. Très stratégique. Voilà, les histoires de pions centraux, on ne peut jamais les gagner. C'est pas ça, ça va se jouer plutôt sur des considérations stratégiques. Donc, un pion de moins, la paire de fous. La paire de fous, une mauvaise structure. Des manœuvres de cavalier, etc. Donc, très très riche l'espagnol. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est autant jouée au niveau des championnats du monde et puis même des top joueurs. Voilà. Bah, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis travaillez bien, courage et à bientôt. Ciao, ciao.